Bonsoir, bienvenue au webinaire de la profession du Conseil national de l'Ordre des architectes sur le thème « Penser le risque pour des projets résilients ». Inondations, tempêtes, séismes, recul du trait de côte, incendies, pandémie, invasion de criquets, cyclones, tornades, vagues de froid et de chaud, canicules, sécheresse, lessivage des sols, empoisonnement du vivant, la liste est sans fin. Le réchauffement climatique et l'accélération des catastrophes qui en découlent peuvent être retardés avec les efforts de tous, mais pas supprimés. Il va falloir faire avec, se préparer, réapprendre et être responsable. Comment les architectes peuvent devenir le socle de cette adaptation et rendre naturel dans leur travail l'apport de solutions pérennes, sociales, techniques et territorialisées face aux risques? Pour cela, nous avons invité Valérie November, directrice de recherche CNRS et Sciences Po, Arnaud Poupin, artiste scénographe au collectif La Folie Kilomètre, Frédéric Bonnet, architecte urbaniste de la résilience, Grand Prix de l'urbanisme 2014, et Mariam Locat, architecte, conseillère nationale, femme de terrain étant intervenue lors du cyclone Chido. Voilà, Valérie, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je vais introduire la notion de risque à la complexité de cette notion, à sa dynamique, et tenter de vous montrer qu'il est temps de penser les risques différemment aujourd'hui, d'effectuer un changement de paradigme lorsqu'il s'agit d'aménagement et d'architecture, comme l'a dit Frédéric. Pour cela, je vais prendre un peu de recul et pour vous parler de risques et vous emmener, pour commencer, dans une exposition dont j'ai été la commissaire il y a quelques années. Dans cette exposition, j'ai donné carte blanche à des artistes pour réaliser des œuvres qui parsèment le parcours. Je vais vous en montrer deux qui représentent à mes yeux le risque par essence et qui devraient faciliter la compréhension de ce qu'est un risque. L'image de gauche représente un rocher qui menace une installation. Le risque, au fond, c'est une situation qui ne s'est pas encore transformée en catastrophe, mais qui peut le devenir. La tentation est forte quand on parle de risque de montrer des catastrophes. Mais ce n'est absolument pas la même chose. Le risque, c'est une menace et il peut rester à l'état de menace pendant longtemps s'il n'est pas identifié ou si on n'agit pas pour améliorer la situation, comme par exemple dans le cas de sols pollués. Vous voyez tout de suite que le risque implique deux éléments connexes importants. Il faut identifier le risque avec des appareils de mesure, avec des observations, différentes techniques, pour savoir si on est en présence de risque ou non. D'autre part, il faut mettre en place une gestion de celui-ci afin qu'il ne se transforme justement pas en catastrophe. Ça peut être des plans de prévention, des ouvrages physiques comme des digues, une circulation alternée en cas de pic de pollution atmosphérique. En d'autres mots, élaborer des politiques publiques qui ensuite sont traduites en normes ou en réglementations. Mais revenons à notre exposition. L'installation sur la photo de droite représente aussi le risque, mais d'une façon plus complexe, avec notamment des mesures de gestion, de prévention. Ce tronc, alors vous ne le voyez pas très bien sur la photo, mais il pèse 100 kg et il est maintenu par deux feuilles très fines de papier, dans un équilibre fragile qui l'empêche de tomber, donc de se transformer en catastrophe. Une barrière met en garde et rend visible le risque. L'idée à retenir ici est qu'il y a un équilibre. Si les deux feuilles de papier arrivent à maintenir le poids du tronc, c'est que les conditions sont réunies à ce moment-là, mais la situation peut bien sûr évoluer. Cette installation peut être aussi considérée comme l'incarnation d'une situation résiliente, c'est-à-dire, donc résilience, une situation qu'on peut définir comme non dénuée de risque pour autant, mais dans laquelle on fait face et qui reste en équilibre. En effet, il y a un filin de part et d'autre du tronc qui est peu visible sur la photo, mais qui fait office de prévention du risque. Selon les conditions, un changement inattendu, une évolution dans la situation, l'équilibre peut être menacé. Comme ici, l'une des feuilles de papier au cours de l'exposition qui a commencé à se déchirer, augmentant les risques. L'idée à retenir ici, c'est que le risque n'est pas une entité isolée,
ou séparé de son milieu. Ici, c'est la sécheresse de l'air qui a contribué à fragiliser le papier, mais qu'il est au contraire complètement imbriqué dans des environnements plus larges, des systèmes économiques, sociaux et politiques. Je vous ai introduit à la question du risque dans une dimension un peu philosophique, je vous l'accorde, dans le sens où, vous l'aurez compris, il n'y a pas de situation qui ne soit pas empreinte de risque. Le risque ou les risques font partie de la vie, de nos existences. Ils sont fondamentalement liés à notre façon d'envisager le monde et la manière de les anticiper, de les gérer, va dépendre de la société dans laquelle on vit. Dans cette optique, le risque zéro n'existe pas. Cette idée de risque zéro qui a beaucoup été prééminente et dominante longtemps a été largement promulguée à partir des 30 Glorieuses, où on pensait qu'avec les moyens techniques, on pouvait éliminer totalement les risques pour s'apercevoir qu'in fine, ce n'était pas possible. J'ai donc longtemps étudié l'empreinte des risques dans les territoires pour conclure qu'en effet, ce n'était jamais le cas. En fait, il s'agit plutôt de penser non pas le risque, mais davantage les risques, car il en existe une pluralité. Et Frédéric en a énoncé plusieurs d'entre eux en introduction. Les travaux de recherche en sciences sociales ont montré que les risques, bien que divers, très divers, naturels, industriels, économiques, peuvent être analysés de façon transversale et que sous cette hétérogénéité apparente, des traits communs existent. Bien, même si la façon de les identifier, de les modéliser, de les calculer et de les gérer diverge, bien sûr. Les risques, les risques se déploient selon un continuum entre le niveau de l'individu et le niveau collectif. Par exemple, la pandémie de Covid-19 a été autant un drame individuel qu'une catastrophe collective. Ça paraît logique de présenter les choses comme ceci, mais de fait, la question du risque est rarement abordée et comprise dans ce continuum-là. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on pensait que les risques étaient gérés et donc plutôt en équilibre et ne tournaient pas à la catastrophe. Eh bien, ils se transforment de plus en plus en catastrophe. Et on s'aperçoit que les modèles ne fonctionnent plus aussi bien, que le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité d'événements météorologiques. Et il suffit de penser à la goutte froide à Valence, qui a détruit une bonne partie de la région, mais aussi qui conduit à des territoires qui sont nouvellement affectés, par exemple, par des inondations. Un point important aussi pour comprendre les risques, et c'est le rôle qu'on m'a demandé de jouer ici, c'est que il y a des cinétiques différentes. Certains se transforment abruptement en catastrophes, d'autres restent en latence pendant longtemps et sont souvent ignorés. Certains sont plutôt localisés, par exemple, ils recouvrent seulement un périmètre ou une région, par exemple les incendies. D'autres sont plutôt mondialisés, par exemple la pollution de l'air ou la pollution liée au plastique. On ne sait pas vraiment où ça se passe, mais il y en a un peu partout. Donc, ils ont des temporalités et des spatialités différentes. Enfin, et ce point est important, les risques sont de plus en plus interconnectés entre eux. On parle de risques systémiques, de risques interreliés et de multirisques. Le World Economic Forum, par exemple, réalise depuis plus de 10 ans un mapping des risques interreliés. Par exemple, en vert, on voit que la perte de biodiversité est liée à une raréfaction des ressources naturelles et est reliée à la pollution. Vivre avec les risques. Donc, je vous ai introduit à la question du risque. Comprendre les risques en interrelation a singulièrement compliqué l'action sur les risques. Et souvent, en fait, les mesures de gestion sont restées inefficaces. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, un autre paradigme s'est imposé, celui de vivre avec les risques. Mais celui-là, il est plus difficile à le concrétiser. De quoi s'agit-il? Plutôt que de tenter d'éliminer les risques, de les rendre invisibles, comme par exemple lorsqu'on construisait des digues ou qui a conduit à construire des zones habitables, alors qu'en fait le risque était là, mais à le rendre invisible, ou encore à enterrer des cours d'eau. En fait, il s'agit de construire avec. L'exemple le plus parlant est celui des constructions
dans les Pays-Bas notamment, mais il y en a beaucoup, je pourrais donner beaucoup d'autres exemples, où des habitations ont été construites sur l'eau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'habitat flotte et donc le niveau d'eau n'est plus du tout un problème parce qu'ils ne peuvent plus être inondés. En fait, ils montent avec le niveau d'eau. Donc penser avec les risques permet de déplacer beaucoup de problèmes et de trouver des solutions extrêmement innovantes. Et ça permet aussi d'augmenter la résilience des territoires et de considérer le risque non plus comme il a été longtemps considéré en architecture, mais pas seulement, comme un empêcheur de tourner en rond, mais plutôt comme quelque chose qui résulte d'une dynamique territoriale et qui peut donner l'opportunité de penser autrement. Merci beaucoup Valérie. Justement, pour penser autrement, il faut créer une culture du risque, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir informer les populations. Et Arnaud, justement, tu vas nous montrer comment c'est possible. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Arnaud Poupin et je représente le collectif La Folie Kilomètre. C'est un collectif de création d'espaces publics qui est basé à Marseille et qui existe depuis 2011. Il est porté par des artistes qui sont issus de l'aménagement du territoire, mais aussi du spectacle vivant et de la création en espace public. Et nos propositions sont à la croisée de ces trois démarches. On imagine des spectacles, des expéditions, des promenades, des ateliers pédagogiques en milieu urbain, périurbain et en milieu également rural et naturel. Dans nos propositions, le paysage occupe une place centrale. On dit souvent qu'il occupe le rôle principal. On questionne la manière dont on habite, on fabrique, on fantasme aujourd'hui le paysage et notre société. C'est, on est dans une dynamique de mise en récit du territoire et on cherche à révéler ce qu'il nous raconte, ce qui nous permet d'imaginer. On parle alors de dramaturgie du paysage. Notre champ de création, il s'inscrit dans le domaine des écritures contextuelles et notre travail s'ancre en profondeur dans les lieux où il se développe. Nos propositions, elles naviguent entre réalité et fiction et on invite le public à un déplacement physique, mais aussi à un déplacement des perceptions. On dit souvent que nos expériences, nos spectacles sont plus des expériences poétiques à vivre, plus qu'une représentation à laquelle on assiste. Alors, la culture du risque, c'est quoi? La culture du risque, c'est l'un des axes politiques de la prévention des risques qui concourt à réduire les vulnérabilités et à améliorer la résilience des territoires face aux enjeux environnementaux, économiques, sociaux, humains existants et à venir. La culture du risque, c'est aussi, elle désigne la place qui est occupée par les représentations mentales dans la tête de chacun, chacune. Et voilà, c'est un terme qui décrit les valeurs, les croyances, les connaissances, les attitudes et la compréhension du risque qui est partagée par un groupe de personnes. Plus localement, la culture du risque, c'est connaître les risques de son territoire. C'est les partager et se préparer et agir en conséquence. Il y a l'idée également d'impliquer tous les acteurs à tous les niveaux. Et là, je pense aux élus, aux techniciens, aux citoyens, aux aménageurs, aux assureurs, mais également à toutes les organisations, toutes les entreprises, les gouvernements, les organisations à but non lucratif, etc. Alors, il existe un ensemble de procédures réglementaires obligatoires, par exemple le droit à l'information des citoyens sur les risques majeurs. Mais on observe aussi qu'il y a une grande progression à faire, notamment sur la communication et l'appropriation des informations par les citoyens et les citoyennes. Nous, c'est en 2012 que la Folie Kilomètre commence à mettre sur pied des formats artistiques qui explorent la thématique du risque inondation. La première, c'est Jour inondable, et elle fait suite à une commande du Polo, le pôle des arts urbains, pour l'Atelier Loire à Tours. La seconde, c'est Une nuit entre parenthèses. C'est créé en 2017 dans le cadre d'un appel à projet pour le plan Rhône.
Et Une nuit entre parenthèses a pour objectif de sensibiliser les populations ayant recours à des supports artistiques et culturels. Et puis enfin, en 2023, Qui l'eût cru est spécifiquement conçu pour le Val-de-Saône. Dans ces 3 créations, les thématiques sont les mêmes: la mémoire et la conscience du risque, la conscience et la compréhension du fleuve, et la préparation à la crise et les bonnes pratiques. Comment on développe une culture du risque ? Eh bien, nous, on le fait à partir d'une démarche de sensibilisation qui propose une approche sensible du rapport au risque inondation. Ça passe notamment par la prise en considération des connaissances, des a priori, des expériences vécues par le public qui participe à nos propositions. Et donc, ils ne sont pas qu'une entité à sensibiliser. La question de la transmission des informations et le rapport à la connaissance, elle est empreinte de cette considération. Soit c'est intégré de manière assez évidente, ou c'est fondu dans la proposition. Ce qu'on fait, c'est des véritables expériences qui dépassent le cadre d'un spectacle conventionnel, d'une part, mais aussi d'une animation, d'une action, de sensibilisation, d'autre part. Du coup, le public est considéré comme le propre acteur de son expérience et de l'évolution de son rapport à la thématique. Il y a également des enjeux artistiques qui rentrent en compte pour développer une culture du risque. C'est pour nous la mise en récit en ne proposant pas une simulation ni un exercice, mais un jeu, un temps participatif, une marche, une expérience qui produit du collectif. Nos projets, l'idée, c'est de créer un contexte d'apprentissage sensible, de poétique et décalé. Nos propositions, elles donnent à vivre au public la complexité du sujet, qu'il met dans une situation d'éveil et qui permet de se questionner. On propose à travers nos balades, nos expériences, nos spectacles, des temps de rencontres et d'échanges au final. Le dispositif scientifique, il est fondu dans l'expérience du public. Et comme ça, on ne génère pas de décalage qui fait sortir les spectateurs. Ainsi, les personnes ressources, du coup, sont invitées à participer à nos propositions. Les personnes ressources, c'est les personnes qu'on va interroger en début de création et qui vont alimenter notre propos. En jouant sur l'ambiguïté de la situation et les multiples interprétations de la posture d'écoute, eh bien, ça donne aux spectateurs la possibilité d'une expérience et d'une dimension supplémentaire. Cette dimension, elle dépasse le cadre du spectacle dans le sens où c'est une amplification du vécu, une résonance possible avec la propre réalité des participants. Il s'agit là de créer de véritables rencontres, au final, où les enjeux sont... les discussions permettent une porosité entre les pratiques en proposant une mise en œuvre réellement hybride. Lié culture du risque et aménagement du territoire, nous on le traduit comme être perméable à l'imprévisible. C'est par une approche par le risque que nous traitons l'enjeu de l'inondation. Et comme le disait tout à l'heure, pardon, j'ai perdu votre prénom, Valérie, cette approche par le risque, elle est subtile parce qu'un risque, c'est un potentiel, un possible. Et du coup, les créations que nous proposons, elles rendent réel ce risque tout en le mettant à distance par une expérience poétique, théâtrale et symbolique. C'est par la création d'une expérience sensible qu'on permet aux participants de se projeter dans une réalité potentielle, en être protagonistes, expérimenter les émotions associées et se reconnecter du coup au récit du territoire, à sa relation au fleuve, à la mémoire des inondations passées, un rapport au futur également. Cette approche, elle est nécessaire pour renouveler l'imaginaire et redynamiser le développement de la culture du risque. L'idée, c'est de passer d'un partage descendant de l'information à une démarche d'animation locale,
une dynamique de bottom-up, comme on dit. Voilà, et puis donc, du coup, ça nous permet de réactiver une culture du risque au niveau local, parce que être dans l'espace public, c'est donner des temps de communication. Nous, quand on travaille en rue, on est visible. Quand on installe nos scénos, quand on répète ou quand on fait des interviews au bar, eh bien, c'est autant d'occasions qui permettent au public de se saisir des thématiques. Et de fil en aiguille, les informations circulent et il y a une focalisation au fur et à mesure de notre présence. Tout ça pour que en fait, toutes les forces en présence soient dans une coopération, une coordination conjointe, avec une compréhension mutuelle des enjeux et une porosité complice. Voilà, je vous remercie. Merci Arnaud. Donc finalement, c'est un retour à la mémoire de son territoire, apprendre à ouvrir les yeux, à regarder autour de soi, à écouter son territoire et à agir en bon sens. Tu le disais tout à l'heure, Valérie, il n'est plus question de contrôler les choses. Cette culture-là est finie. Aujourd'hui, les choses nous dépassent. Donc, il faut être prêt à tout. Et justement, être prêt à tout, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Il y a des penseurs, des gens qui, depuis des années, travaillent à montrer et à faire. Il y a un champ des possibles. Et donc, Frédéric, je vais te laisser la parole pour nous donner envie et nous montrer ce qui est faisable. Oui, alors quelques messages donc, sur finalement ce que peuvent et doivent peut-être les architectes face à cette question commune et sociétale des risques. Quelques messages simples. La première question, c'est cette question d'aléa, c'est ce qui peut advenir, ce que disait Valérie tout à l'heure, qui en fait est différent de la question du risque. Sur les aléas dits naturels, entre guillemets, comme les inondations par exemple, c'est pas parce qu'on a urbanisé qu'il y a des inondations. Les inondations, c'est la morphogénèse du territoire, c'est l'érosion, c'est ce qui a formé les rivières. Il y a eu toujours, ça fait des millions d'années qu'il y a des inondations. Elles sont simplement amplifiées par nos actions. Et donc l'aléa n'est pas le risque. En gros, on considère qu'il y a risque parce qu'il y a des enjeux. La doctrine, jusqu'à présent, c'est que ces enjeux étaient essentiellement anthropiques. C'est-à-dire, en gros, des vies humaines, des capitaux immobilisés, des immeubles, des organisations spatiales, etc. Je pense qu'aujourd'hui, un des messages importants pour les architectes, c'est pas forcément évident, c'est que cette question très anthropique, cette doctrine très anthropique de la gestion du risque, en fait, je pense qu'il faut la moduler. Parce qu'en fait, on est pour partie responsable de l'intensification et de l'augmentation des fréquences des aléas, notamment naturels, et en plus, évidemment, de ceux qui sont d'origine anthropique, comme la pollution, etc. Et donc, on a une responsabilité aussi sur les milieux particuliers. C'est-à-dire, quand il y a une dévastation, c'est pas simplement les hommes qui en souffrent, c'est aussi l'ensemble du vivant et des écosystèmes. Je pense qu'il faut déplacer, en fait, vous parliez de changement de paradigme, la doctrine du risque qui, jusqu'à présent, était uniquement sur des enjeux anthropiques. Ça, c'est une première question. Sur la question de la résilience, qui correspond à finalement l'adaptation, en fait, à l'événement, quand il y a événement, que ce soit une tempête, ça peut être des événements plus doux et plus insidieux, mais des événements brutaux ou lents. Il faut aussi s'intéresser en tant qu'architecte à la question de l'histoire, c'est-à-dire en gros comprendre que l'adaptation au risque, c'est une chose éminemment historique, qui était de l'ordre de la négociation. À l'époque, on avait moins de moyens techniques et où il fallait quelque part composer avec la menace. C'est-à-dire le fleuve était à la fois la menace et la ressource. La richesse économique venait du fleuve et en même temps, elle menaçait les installations humaines. Et donc, il y avait une adaptation presque de fait dans l'habitat vernaculaire qui est très ancienne et qui a précédé de manière magistrale la question réglementaire et l'approche contemporaine en fait de la gestion des risques. Cette question de l'observation du vernaculaire, elle est pour moi absolument fondamentale pour les architectes. Ensuite, il y a une dimension à la fois scientifique, parce qu'on sait évaluer le risque aujourd'hui, et une dimension culturelle et politique. Donc on a parlé de la question culturelle à l'instant, sur cette question de la culture du risque. Il y a une dimension politique au sens où la manière dont on évalue le risque a une dimension politique, c'est-à-dire qu'elle est de l'ordre du projet, de la discussion collective, jusqu'où on peut aller, jusqu'où en fait on associe en fait les inconvénients liés aux aléas potentiels et la question de la dynamique économique d'un territoire et des tensions qui peuvent surgir du fait qu'on a une nécessité de s'installer et néanmoins il faut composer avec.
c'est pas simplement tout blanc ou tout noir. J'ai mis quelques exemples, mais on voit bien, par exemple, sur la côte où, entre l'incendie et l'eau, par exemple, à un moment donné, il reste très, très, très peu de place. Donc, et on sent bien qu'il se passe des choses dans le rouge et il se passe des choses dans le bleu. Malgré tout, il y a des usages là-dedans. Et donc, on est à chaque fois dans une tension qui est de l'ordre, pas simplement d'une décision comme ça qui viendrait top-down, mais d'une décision qui est discutée et qui est évaluée et réévaluée au fur et à mesure du temps. Je pense que c'est très important. Ça veut dire que c'est du projet, et ça veut dire que les architectes, à leur échelle, et parmi d'autres, ont une responsabilité de réflexion sur ces questions. Et ça se passe à très grande échelle. Ça commence à très grande échelle. Ça commence à une échelle de grand territoire. Et les architectes, je pense, ont leur mot à dire aussi là-dessus. Ensuite, j'ai mis ces deux exemples parce que c'est Nantes, tout le monde connaît. Mais en gros, aujourd'hui, où je sais que l'Ordre des architectes fait beaucoup la promotion, et il a raison, du fait que l'avenir de l'architecture, c'est plutôt la réparation, la réutilisation, la récupération des situations existantes et pas l'extension. Et donc, en gros, on travaille sur la ville existante. Or, la ville existante, je mets les cartes d'état-major parce que tous les architectes seraient avisés de regarder leurs cartes d'état-major à chaque fois qu'ils ont un site. Les cartes d'état-major montrent que la ville d'aujourd'hui, elle est sur les zones inondables d'hier, par exemple. Et pas que ça, c'est-à-dire que les pavillons d'aujourd'hui sont sur les argiles gonflantes d'aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que c'était des terres agricoles qui n'étaient pas faites pour être construites, et c'est quand même la majorité des sinistres en termes financiers aujourd'hui, du point de vue des assureurs, c'est le sinistre majeur. Hein. Donc en gros, on a construit à des endroits qui n'étaient pas favorables à la construction. On l'a fait parce qu'il y avait des enjeux économiques considérables, qui en fait, à un moment donné, ça valait le coup. Et en plus, on avait les moyens de le faire, c'est-à-dire les moyens techniques qui ont augmenté, qui ont fait qu'on a pu faire des pilotis, par exemple, pour construire dans une zone où le terrain n'était pas adapté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement la question où est-ce qu'il ne faudrait pas construire, mais c'est que la plupart des transformations de notre milieu habité ont lieu dans des zones qui sont soumises à des risques majeurs. À cause de cette histoire, qui est l'histoire en fait du 19e siècle, en gros, de la moitié du début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Sur 200 ans, on a essentiellement... Donc, on fait face à ça. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets. J'ai mis un projet de logement ou j'ai mis un projet urbain qui, en fait, parce que stratégiquement, aujourd'hui, dans le contexte actuel où on se dit c'est bien de reconcentrer, d'être près des universités, de la gare, etc., d'avoir le tramway qui fonctionne, que les gens arrêtent de prendre leur voiture et donc on va arrêter de construire dans les champs et donc on va construire et on va quelque part intensifier la ville dans ces endroits-là, ça veut dire qu'on va l'intensifier dans des endroits soumis au risque. Donc on va forcément travailler avec le risque. Et ça veut dire qu'il faut avoir une approche globale. Alors ça, c'est une autre chose, notre message que je voulais donner, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur la question du pilotis, enfin du bâtiment sur pilotis pour éviter l'eau, parce qu'en réalité, les risques qui sont complètement conjoints, il y a la question de la sécheresse en même temps que la question de l'inondation, il y a la question des tempêtes en même temps qu'il y a la question des vagues de chaleur, des canicules, etc. Et donc, il faut arriver à trouver des solutions qui sont globales, qui valent... Alors, une des questions que j'identifie très souvent, c'est le fait que, par exemple, aujourd'hui, on a tellement fait un urbanisme fondé sur la voiture qu'on a, en fait, un sol qui est à la fois complètement... La voiture, c'est pas que les émissions de carbone, c'est l'utilisation du sol de manière absolument absurde. C'est-à-dire qu'en gros, on mobilise le sol pour un usage exclusif et qui a des effets sur les îlots de chaleur, sur l'imperméabilisation, sur les crues, etc. Ce qui veut dire qu'il faut retrouver des projets où la question de la typologie, de l'organisation générale, etc., libère le sol, littéralement, pour pouvoir replanter massivement et pour pouvoir désimperméabiliser, notamment. Ça au moins répond à la question des enjeux climatiques et des enjeux d'inondation. Et puis, dernier point, sur les typologies, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait quand même à peu près 30 ans qu'on fait des immeubles de 17 mètres de large avec des bâtiments mono-orientés, des logements mono-orientés plein ouest, qui donnent sur le parking et qui sont inhabitables s'il n'y a pas la clim. Je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir, là, c'est des typologies de maisons patio sur une trame qui est un peu inhabituelle, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'invention et d'innovation, en fait, considérable
pour répondre à des enjeux, par exemple dans cette opération, où à la fois on peut planter parce qu'il n'y a plus de parking et en même temps on a des bâtiments traversants qui font jamais plus, les logements font jamais plus de 8 mètres d'épaisseur, qui est une chose qu'on a complètement perdue en cours de route. Ce qui veut dire, et pourquoi je raconte, et ce sera mon dernier message, c'est que c'est hors PPRI, c'est hors PPR, c'est-à-dire que ce n'est pas une question réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la question du risque, elle est partout, elle est dans le plan du logement, elle est dans le rapport à la voiture et à l'espace public, elle est dans la question des plantations, elle est dans la question des plans, masse, de la manière d'organiser en fait les dispositifs, et elle est sur le projet de territoire. Merci Frédéric. On aura compris, le risque, c'est tout partout, c'est une histoire d'échelle. Alors Mariam, lorsqu'on est architecte, quelles solutions, quels engagements, comment ça marche ? Merci Frédéric et merci à vous toutes et à vous tous pour la richesse de ces échanges. J'ai appris, en fait ce webinaire est un véritable éveil au risque. Valérie l'a rappelé que le risque il peut être visible et invisible, donc il est sournois. J'ai beaucoup aimé l'approche d'Arnaud qui finalement, d'un sujet qui peut être anxiogène, le risque, on arrive à le mettre à la portée de la population par le biais de manifestations artistiques, culturelles. Donc, c'est comment sensibiliser la population au risque. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, Frédéric Bonnet qui nous rappelle que l'architecte a une responsabilité face au risque. On en a conscience, on en a totalement conscience. Et d'ailleurs, je suis là, moi, en tant que conseillère nationale de l'Ordre des architectes. Et donc, en tant que représentante de l'Ordre, je voudrais partager notre vision collective et politique, celle du rôle global des architectes face au risque. Donc le rôle essentiel des architectes, en fait, face au risque, il y a 3 étapes que je développerai après. Donc avant le risque, avant la crise, on va dire, pendant la crise et après la crise. Je voudrais aussi ensuite vous parler des actions du Conseil national face au risque. Il y a le plaidoyer, architecture comme solution. Il y a les AT, les événements architecture et territoire, qui a débuté en 2024 et qui cette année aussi ont eu lieu. Et puis la stratégie sur les risques majeurs qui a été votée aussi au Conseil national en décembre 2024. Enfin, j'aimerais aussi revenir sur cette notion, on parle de résistance, résilience. Alors, ça va entraîner un changement de vision si on veut repenser le territoire autrement. Donc, il faut vraiment comprendre cette nuance entre les deux. Et je terminerai ensuite par la solution collective portée par le Conseil national en prenant des exemples du plaidoyer. Donc, vous avez compris, l'objectif est de familiariser les architectes à la culture du risque dans la profession. Alors, on a dit le risque fait système. Il concerne tout le territoire, à toutes les échelles du bâtiment, du bâtiment au grand paysage et sur toutes les temporalités du court terme et du long terme. Donc, c'est précisément pour cela que le rôle de l'architecte est essentiel. Il s'agit à la fois dans l'urgence du court terme, l'architecte va agir à la fois dans l'urgence du court terme, celle de la réparation, de la mise en sécurité, et dans le long terme, celui de la transformation du territoire. Une réponse appropriée au risque ne peut pas se limiter à des réformes ponctuelles ou à de nouvelles normes. Non, elle suppose un véritable projet de territoire qui associe toutes les dimensions, sociale, environnementale, économique, technique, mais aussi culturelle. Par sa vision transversale et globale, l'architecte n'est pas un expert isolé. Au contraire, il sera un médiateur du projet collectif, un acteur du dialogue entre les élus, entre les habitants, entre les ingénieurs, enfin, et les pouvoirs publics. La force de l'architecte, c'est de relier, de faire sens et de donner forme à l'intérêt général. Donc maintenant, on va parler de ces 3 étapes clés où l'architecte a un rôle à jouer. Donc on dit avant la crise. Donc avant la crise, c'est anticiper, former, partager. Face au risque, nous avons un rôle majeur. Donc les architectes doivent être familiarisés au risque, comprendre les aléas, comprendre les vulnérabilités
et intégrer ces paramètres dès la conception. Cela veut dire penser les bâtiments, les espaces publics, les infrastructures en tenant compte des conditions extrêmes qui surviendront inévitablement selon les données qu'on a actuellement, selon ce qu'on entend, les actualités, les chaleurs, les inondations, les retraits et gonflements des argiles, la montée des eaux, enfin tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant. Et c'est tout le sens du travail de l'ordre. À travers la formation continue, les publications, les webinaires comme aujourd'hui, pour diffuser une véritable culture du risque dans la profession. Anticiper, c'est déjà protéger et adapter le territoire. Et pendant la crise, alors que fait-on pendant la crise? Et là, je pourrais parler d'une expérience personnelle puisque juste après le cyclone Chido, j'ai pu me rendre à Mayotte et intervenir avec un groupe d'architectes volontaires de La Réunion. Nous sommes allés juste une semaine après et là, on voit que le rôle de l'architecte, il est vraiment crucial, il est dans l'urgence, il est immédiat pour la mise en sécurité des populations, l'évaluation du bâti, organiser les premiers diagnostics, l'organisation de l'hébergement de l'urgence. En tous les cas, ce que j'ai vécu à Mayotte, on a fait plus de 200 diagnostics en une semaine et ça a été d'une efficacité et ça a permis concrètement les élèves, en fait c'était des diagnostics essentiellement de bâtis publics et des écoles et on a pu voir l'intérêt de ce travail puisque les autorités en étaient vraiment contents et ça leur a permis tout de suite d'identifier quand il y avait des dangers imminents et de faire intervenir la sécurité civile, d'utiliser des bâtiments pour héberger des populations sinistrées et enfin pour permettre le retour en classe des élèves très rapidement. J'ai vu la puissance du travail collectif, des architectes formés à l'urgence, capables d'agir vite et d'apporter méthode, rigueur et humanité. Cette expérience a confirmé combien la présence des architectes aux côtés des autorités et des habitants est indispensable dans ces moments-là. Nous devons donc se préparer ces interventions, les structurer et les inscrire dans un cadre pérenne. Et enfin, après la crise, que fait-on après la crise? On doit reconstruire, évidemment, reconstruire autrement. C'est ce qu'on appelle le temps de la transformation du territoire, puisque si nous reconstruisons à l'identique, c'est recréer la vulnérabilité. Et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Au contraire, chaque reconstruction doit devenir une opportunité de transformation. Un projet de territoire qui répond aux besoins tout en réduisant le risque. Les solutions concrètes, elles existent déjà, on en a parlé, désimperméabiliser les sols, réaménager la bande côtière face au recul du trait de côte, renforcer la performance thermique. Par exemple, nous, à La Réunion, le bâti traversant, c'est une obligation. C'est-à-dire, ça fait partie de ce qu'on appelle la RTA DOM, la réglementation thermique adaptée au DOM. Verdir, ventiler, des îlots de fraîcheur en ville, développer des filières locales de matériaux biosourcés, adopter une logique de résilience plutôt que de résistance. Alors, je vais prendre une image. Mieux vaut un roseau qui plie qu'un chêne qui casse. Alors, on retient souvent quand on parle d'image. Donc, ces démarches montrent que l'architecte est une solution concrète, accessible et désirable. Enfin, pour revenir sur la stratégie du Conseil national face aux risques majeurs, donc j'en ai parlé du plaidoyer qui a été écrit en 2022, l'architecture comme solution. D'ailleurs, je vous invite à le télécharger sur le site de l'Ordre. Il y a tout un certain nombre de fiches par territoire qui montrent des exemples concrets d'adaptation aux risques dans différents territoires. Les AT, c'est architecture et c'est un événement qui s'appelle Architecture et territoire du national aux régions. En fait, c'est un rendez-vous dans l'agenda annuel organisé dans chaque région, un rendez-vous avec les élus locaux pour traiter d'un sujet spécifique au territoire.
Donc, par exemple, là, moi, j'ai pu assister à l'événement de l'AT de Nouvelle-Aquitaine la semaine dernière. Et le sujet, c'était « Nous sommes le paysage ». Très intéressant. Ensuite, il y a le plan stratégique sur le risque majeur qui a été voté par le Conseil national en décembre 2024. Cette stratégie, elle est basée sur 5 axes qui visent à placer l'architecture au cœur de l'adaptation du pays au changement climatique. C'est fédérer un réseau d'acteurs, développer des ressources, renforcer le plaidoyer, valoriser les compétences des architectes et créer une équipe dédiée à l'ordre. Dans ce cadre, un protocole national de gestion de crise est en cours d'élaboration avec le ministère de l'Intérieur. Il permettra d'intégrer les architectes volontaires et formés au dispositif public de gestion de crise en lien avec les préfectures et la Direction générale de la sécurité civile. L'objectif est d'avoir une mobilisation qui soit coordonnée, assurée et reconnue du bâtiment au territoire. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 2 notions, résistance, résilience. Ce travail collectif en fait, de l'ordre nous invite à changer de regard parce que pendant longtemps, on a cherché à résister aux aléas. Mais face à des phénomènes toujours plus intenses, cette logique atteint ses limites. Il faut désormais vivre avec le risque et s'adapter, se relever. C'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience n'est pas la faiblesse, c'est la force qui transforme les chocs en apprentissage. L'architecture exprime cette capacité. Elle façonne des lieux capables d'accueillir, de protéger et de relier. C'est une discipline du lien, du soin et du temps long. Et pour conclure, je vais revenir sur ce plaidoyer, qui est vraiment un document très, très instructif. L'architecture comme solution collective, c'est une manière de repenser notre rapport au territoire et au vivant. À travers les architectes, c'est toute une société qui peut apprendre à lire ses vulnérabilités et à transformer les crises en levier d'innovation. Le risque n'est pas qu'une menace. Bon, on l'a vu à travers cette interprétation tout à l'heure artistique, elle peut être une menace, mais elle n'est pas qu'une menace. Il peut devenir un moteur de projet, un catalyseur d'une ville durable, démocratique et désirable. Et c'est tout le sens de notre engagement au sein du Conseil national, c'est faire de l'architecture une solution collective, capable de relier, de réparer et de préparer l'avenir. Merci. Merci Mariam. Alors en attendant que les questions apparaissent à l'écran, je voudrais poser une question à Valérie. On a vu que la compréhension des aléas du risque permettait d'agir sur différentes échelles, mais en fait, il y a plein de lieux sur la planète où les gens vivent déjà avec de l'eau qui monte, toutes sortes de problèmes, des incendies, à l'image du chêne-liège qui a sa propre protection. Est-ce que le risque est perçu partout sur la planète ou est-ce que des endroits ou des populations qui vivent depuis toujours avec ce risque, qui n'ont pas fait comme nous en Occident à mettre des œillères, ont une vue différente de la gestion du risque, du fait de reconstruire sa maison, comment ça se passe ailleurs? Effectivement, le risque, il a une dimension fortement culturelle, sociétale, donc c'est une construction. Simplement, cette construction, elle est, moi je dis souvent sociotechnique, parce que si c'était co-social, ce serait peut-être plus aisé à le... Enfin, en fait, c'est un assemblage et du coup, effectivement, ils divergent en fonction de où on se trouve sur la planète. Et ils sont aussi différents, donc il y a la perception individuelle, où qu'on soit sur la planète, et aussi la dimension collective, qui est encore une autre dimension, mais, comme le disait Frédéric, et en tant que géographe, évidemment, vous m'avez mangé les mots de la bouche, le risque est transcalaire, c'est-à-dire qu'il est capable de... il est ressenti au niveau individuel jusqu'au collectif. Après, il y a selon les sociétés dans lesquelles on vit, il y a différentes façons d'appréhender le risque. Quand je faisais référence aux 30 Glorieuses,
c'est qu'il y a quand même une dimension fortement ingénieure qui a longtemps dominé en fait la compréhension des risques. Et c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur l'idée de menace, mais menace, quelque chose qui n'est pas encore survenu et qui pourrait se transformer en catastrophe, ça ne se transforme pas toujours en catastrophe. Et effectivement, pour autant, on ne vit pas plus mal avec. Sauf que cette perspective ingénieure, c'était l'idée de les effacer, les risques. Et donc, après, il y a eu des formations qui ont été faites dans le monde entier, donc il y a une forme de... Donc c'est une ligne de vue qui a ensuite, qui s'est quand même globalisée. Après, au niveau individuel, on a parlé longtemps d'aversion au risque. Ça, c'est bon. Heureusement, on n'en est plus là parce que c'était aussi une façon de dire il y en a qui sont plus craintifs que d'autres. Donc, en gros, les sociétés occidentales, on serait plus craintifs que ceux du Sud parce qu'ils vivent avec les risques. Je crois que simplement, aujourd'hui, on ne peut plus penser comme ça. Simplement, effectivement, on a perdu cette culture du risque, cette acceptation du risque, du vivre avec, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'on revient à quelque chose où d'autres populations, par exemple, les Japonais, ils construisent en fonction des séismes. Donc leur habitat est très temporaire. Ils ont l'habitude, tous les 30 ans, de reconstruire leur maison. Pour autant, ce n'est pas un problème. Chez nous, ce serait un problème. Donc, vous voyez, c'est construit, c'est culturel en partie. Et oui, Frédéric. Pour compléter, je pense que ce que vous dites sur les ingénieurs, c'est-à-dire qu'on passe quand même d'une culture, globalement, c'est en train de changer, mais où l'idée de la résistance, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des moyens techniques pour échapper complètement à l'aléa, était très présente, en fait. Et on s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, que la digue transforme un risque qui est prévisible et lent en un risque qui est imprévisible et violent. Ouais. Par exemple, quand la digue rompt, on ne sait pas où elle va rompre et c'est très très violent. Alors que quand la rivière monte, on sait qu'elle va monter 3 jours avant en général et c'est plus lent. Donc on est passé d'un... Et donc cette idée qu'on peut, sur le littoral notamment, résister à l'océan, c'est une idée qui est en passe de disparaître, mais qui est encore très présente et qu'aujourd'hui, en tant qu'architecte, on est quand même dans la ligne un peu où on croit beaucoup à l'idée que l'artefact résout la question. Je pense que c'est bien de relire Alberti, qui, en 1485, quand De Rea Edificatoria est publié, dit quand même au début, en fait, livre 1, chapitre 2, donc c'est le début. Il dit, en gros, il parle des ouvrages qui résistent à la nature et il dit, en fait, quoi que tu penses que tu vas résister, en fait, tu vas pas résister, c'est la nature qui aura raison. Et ça, c'est la Renaissance qui le dit. Donc, on attribue souvent à la Renaissance une espèce d'humanisme colonialiste dominateur. En réalité, ils avaient une perception très fine des limites, en fait, de l'action humaine. Et donc, on revient là-dessus aujourd'hui et c'est très bien. Et on passe de la résistance à la résilience et c'est très bien. Moi, je voudrais rajouter juste la culture du risque. C'est vrai qu'elle est importante parce que, par exemple, nous, à l'île de la Réunion, on a la culture du cyclone. Et le cyclone, il n'arrive pas du jour au lendemain. La météo nous prévient et on sait qu'elle va frapper. On sait à quelle vitesse les vents vont être. Et ça nous permet, nous, de nous préparer et à protéger ses maisons, protéger son habitat et se protéger soi-même, ne pas courir de risques, etc. Donc d'ailleurs, il y a des vigilances, orange, rouge, où on doit rester chez soi. Et alors qu'à Mayotte, il n'y avait pas cette culture du cyclone, puisqu'ils n'avaient pas eu de cyclone de cette intensité depuis plus de 100 ans. Et ce qui fait que ils s'y attendaient pas du tout et le choc, elle était encore plus brutale en fait. Donc c'est vrai que la culture du risque aussi permet de se préparer et de comprendre en fait. Justement, il y a une question qui va permettre un complément avec voilà. C'est une personne qui nous dit « J'ai l'impression que la réglementation est plus souple en matière de construction en suivant les risques dans les dom-toms, là où j'évolue également, que dans l'Hexagone. » Alors, est-ce qu'il y a une différence de réglementation et si oui, sur quoi s'appuie-t-elle? Et est-ce que toi qui travailles là-bas, tu ressens ça?
Ah non, pas du. Enfin, moi, je ne pense pas qu'il y ait une plus grande souplesse dans les DOM, hein. Au contraire, on lutte un peu pour que on n'ait pas les mêmes réglementations que dans l'Hexagone, qu'elles soient vraiment plus adaptées à nos contraintes. Mais non, la réglementation, elle existe et elle est bien présente, hein. Ça, je le confirme. D'accord. Et tu vas garder la parole, puisque on avait une autre question qui nous demandait si on avait vraiment possibilité et capacité à engager le dialogue dans l'état actuel des PLU. D'engager le dialogue. Oui, je pense que c'est notre rôle, hein, c'est d'aller échanger avec les élus, hein. D'ailleurs, c'est le slogan de l'ordre, un architecte, un maire, et un maire, un architecte. Donc, cette proximité avec les collectivités, elle est importante pour vraiment pour que le PLU s'adapte au changement climatique, hein. C'est vraiment tout l'objet en fait de notre travail, hein. Et du coup, je vais rebondir sur cette question, mais peut-être c'est toi qui y répondras. Comment renforcer la coopération entre bailleurs sociaux, architectes et collectivités pour intégrer la gestion du risque dans la commande publique? Moi, je pense qu'en tant qu'architecte, je parle là pour les architectes, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'architectes dans l'auditoire. En fait, il faut qu'on s'investisse énormément plus sur la question des conditions du projet. Parce que sinon, c'est trop facile de dire le PLU m'empêche de, le bailleur social n'a pas la capacité à, etc. En gros, il faut qu'on soit là en amont. Il faut qu'on soit plus là en amont. Il ne faut pas qu'on soit simplement là en aval à subir des choses qui sont mal faites. Si les choses sont mal faites, il faut qu'on s'investisse en amont. En fait, moi, c'est le seul message que je veux passer, parce que c'est le gros de... Moi, j'ai un investissement très fort là-dessus, mais je ne suis pas le seul. Beaucoup d'architectes le font, et je pense que c'est très bien. C'est une évolution, d'ailleurs, qui est plutôt qui s'incrémente en fait. C'est-à-dire, je pense que les architectes s'engagent beaucoup plus sur les conditions du projet. Il faut qu'on soit beaucoup plus présent sur les conditions du projet, parce que la plupart des questions que je viens de voir là sur le PLU qui m'empêche de faire des réservoirs et tout ça, le bailleur social qui n'a pas compris qu'il y avait la question des risques, ça veut dire qu'il faut travailler avant l'élaboration de la commande. Il faut être là. Il faut être partie prenante. Et donc il y a une question plus précise, peut-être pour Mariam. Pouvez-vous nous expliquer comment les architectes peuvent se former et s'engager auprès des collectivités en cas de sinistre majeur? Ça, c'est quelqu'un qui a envie d'agir. Alors comment, voilà, il y a un problème, comment je peux agir? Comment je peux faire? Nous, par exemple, quand il y a eu... c'est justement le travail de l'ordre, hein, qui est en train de rédiger ce protocole de manière à ce qu'il y ait un process, qu'on soit identifié et que quand il y a un sinistre, qu'on puisse se porter volontaire. On a bien vu que pour Mayotte, on s'est organisé pour pouvoir être sur ces avions militaires et se rendre à Mayotte, mais puisqu'elle n'est pas prévue, elle n'est pas si simple. Donc, d'où l'importance de rédiger ce protocole et d'être identifié. Donc, pour l'instant, on est en train de le préparer. Les architectes, en parallèle, doivent se former de manière à ce que quand ce protocole sera signé, et quand il y aura un sinistre et il y aura un appel à volontaires, qu'on puisse se porter volontaire. Très bien, merci. Mais là, je vais avoir une question pour Arnaud. Comment savoir à quel risque est soumis un projet architectural? C'est une grande question. Je ne suis pas sûr d'être la meilleure personne pour y répondre, mais pour l'exprimer. Je pense qu'en effet, il y a un travail à faire, comme on le disait tout à l'heure, en amont, en fait, et un vrai travail d'enquête, en fait, de territoire. J'imagine, nous en tant qu'artistes, c'est ce qu'on fait avant un projet. J'imagine en tant qu'architecte aussi, ça fait partie du travail. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, essayer de mettre en place une coopération entre les différents partis, les différents points de vue, les différents usages aussi. Oui. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à une donnée. Là, on parle beaucoup de risques qu'on connaît. Mais il me semble la vraie nouveauté aujourd'hui, et c'est un peu là-dedans que, quand je parlais de changement de paradigme, c'est qu'il y a de plus en plus d'incertitudes. Et on arrive de moins en moins à modéliser et donc de prévoir et d'insérer le risque dans les constructions, dans l'aménagement du territoire.
Et donc, c'est finalement une question aussi de dimensionnement qu'on veut faire, qui doit, je pense, être repensée complètement pour que ça soit un peu adapté. Et là, par rapport à la question des différentes cultures, je pense qu'il y a une place de l'incertitude qui est beaucoup plus présente. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation de formes d'incertitude, d'événements brusques qui peuvent se produire, auxquels nous, quand je dis nous, société occidentale, sommes moins préparés. Pourquoi ? Parce qu'on nous a aussi biberonné à l'idée qu'on peut contrôler, on peut gérer, et même on peut être assuré en cas de sinistre, ce qui est de moins en moins le cas. Donc en fait, cette incertitude et le fait que les événements deviennent de plus en plus intenses et imprévus, ça contribue à changer vraiment la donne. Et si j'ai un message à faire passer, c'est d'inviter les architectes à aller au-delà aussi des éléments qui sont connus ou qui sont déjà dans les normes, dans la réglementation, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe, en fait. Justement, il y a une question plus précise. On sait qu'en Europe, la réglementation sismique est surtout faite... Après, ce sera la dernière question. On sait qu'en Europe, la réglementation sismique est surtout faite pour le béton, d'expérience, par habitude. Et la question, c'est comment est-ce qu'on utilise ça ou comment on s'inspire de normes dans d'autres pays pour travailler avec des nouveaux matériaux ou des matériaux moins répandus, comme le bois, la terre. Est-ce que... Voilà. Je crois que ça fait partie des innovations à produire et à... Pardon ? Non, pardon. Non, c'est ça. L'idée, c'est d'aller vers des innovations. Et quand on dit innovation, ça peut être les innovations pour le lieu auquel, justement, on ne faisait pas recours à un certain type de matériaux qui sont très utilisés ailleurs et de faire des échanges. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il ne faut pas se chercher des prétextes, il faut aller de l'avant. Il y a un gros travail de développement à faire. Aujourd'hui, c'est clair que le calcul qui assure, qui conforte l'assurabilité des édifices, il est fondé sur le béton. Et éventuellement l'acier, mais on ne va pas beaucoup plus loin, on arrive un peu avec... Donc il y a toute une série de matériaux, comme la terre crue, qui sont très difficiles à calculer. On a vu récemment au Maroc... Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, c'est-à-dire que ça fait partie de la tâche de l'architecte, je pense, avec d'autres, parce qu'évidemment on ne fait pas ça tout seul, mais à promouvoir et très en amont, à se mettre dans des processus qui permettent de développer des nouveaux référentiels. Et le faire sérieusement, parce que la question de l'assurabilité est très importante. Je pense que ce que vous disiez, je pense que c'est très important, par exemple, de se rendre compte qu'en France, on est dans un contexte où on mutualise en fait la question du risque du point de vue de l'assurantiel. Ça n'est pas vrai dans toutes les sociétés. Il y a des endroits, même en Europe, où en gros, selon l'endroit où on est, on ne paye pas la même prime d'assurance parce qu'on est au bord de la mer ou au bord de la rivière, etc. En France, on a une mutualisation de ça. Donc cette question du risque, de la prise en charge des risques naturels par l'assurance, qui a quand même des impacts très forts en fait sur la manière de construire et de considérer la construction, elle est pas que culturelle, elle est aussi très politique. C'est-à-dire que on a un contexte français qui n'est pas le même que par exemple le contexte anglais, qui est complètement différent. Oui, il y a notamment des pays où dès le permis de construire, il faut mettre le plan de structure approuvant la résistance sismique. Alors là, on a une petite question que j'aime beaucoup. Quel indicateur pourrait me permettre d'évaluer concrètement la résilience d'un projet architectural ? Est-ce que ça se mesure ? Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce qu'il faudrait le mesurer ? C'est typiquement une question qui devrait être au cœur d'une pensée architecturale. Il faudrait mettre des gens ensemble pour les trouver. Clairement, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, même les géographes et différents partenaires territoriaux, on va dire, il faudrait se mettre autour d'une table en concertation, aussi avec les citoyens, parce que les citoyens, ils observent, ils voient, ils sentent, donc bien sûr. Oui, moi, je la trouvais intéressante aussi, cette question, dans le sens où, vous l'aurez compris, nous travaillons avec les populations, avec des usagers. Et en fait, dans les lectures de paysages qu'on fait, pour simplifier un peu, en fait, on apprend à lire, mais de manière tout à fait intuitive finalement,
comment un bâtiment ou un aménagement est résilient ou quoi. Et du coup, on le fait aussi avec une lecture des souvenirs du passé. Ah ben telle rue, regardez, il y a des marches et il y a toujours eu des marches là, et parce qu'en fait il y a toujours eu des inondations. Enfin, et du coup un bâtiment qui est nouveau, ah ben regardez, en fait au rez-de-chaussée, c'est des garages et des espaces techniques, on va dire. Bon, on est très proche de la fin, mais cette question, moi je la trouve très très intéressante, parce qu'au final, quand on n'est pas capable de répondre, c'est qu'on n'a pas encore la réponse. Et on voit chaque fois qu'une pratique émerge, une discipline émerge, le temps qu'elle se codifie, elle a des fois même pas de nom. Et après, elle devient une discipline. Donc c'est peut-être l'expression qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau qu'il faut qu'on s'approprie. Alors, juste pour conclure, puisque ça y est, c'est l'heure, merci à tous, vous allez à tour de rôle, en une phrase, me dire ce qu'il faut retenir. Valérie. Que le risque est quelque chose de multidimensionnel, qu'il est important d'avoir une approche globale et qu'il s'insère dans les territoires et est très difficile à éliminer. Arnaud. Oui, je dirais que la culture du risque, elle est nécessaire. Et ce qui est nécessaire dans cette culture du risque, c'est de se dire que chacune, on a quelque chose à dire, on a une connaissance et une approche et un point de vue intéressant. Frédéric. Ça recoupe un peu, mais c'est pas une question technique, la question du risque. C'est vraiment fondateur de la démarche architecturale. Et comme la dimension de l'usage est très importante, en fait, dans la question du risque, c'est d'autant plus architectural. C'est-à-dire, ça interroge la discipline, fondamentalement la discipline. C'est pas qu'une question de dispositif. C'est bien au-delà. Mariam. Moi, je voudrais rappeler le rôle majeur et essentiel des architectes face au risque, à tous les étapes du risque, comme je l'ai dit, avant, pendant et après la crise. Merci à tous. Bonsoir. Merci. Merci.